Histoire numéro 11 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, visitez LibriVox.org. Enregistrement par Sally Boyce. Histoire courte de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, écrite par Lucy Maud Montgomery. Le flacon de menthe poivrée de Madame Calista. Madame Calista était perplexe. Son neveu, Caleb Cramp, qui avait été son bras droit pendant des années et qu'elle avait bien habitué à ses manières, était parti pour le Klondike, la laissant combler son poste avec le meilleur homme suivant. Mais le meilleur homme suivant tardait à se montrer, et pendant ce temps, Madame Calista regardait autour d'elle avec attention. Elle pouvait attendre un peu, car la récolte était rentrée et le labour d'automne fini, donc le besoin d'un successeur à Caleb n'était pas aussi urgent qu'il aurait pu l'être. Il ne manquait pas de candidats, tels qu'ils étaient. Madame Calista était connue pour être une maîtresse aimable et généreuse, bien qu'elle ait ses manières et qu'elle exige calmement et fermement une conformité totale à celle-ci. Elle possédait une ferme bien entretenue et une maison confortable, et ses ouvriers agricoles vivaient aisément. Caleb Cramp avait incarné la perfection dans son domaine, et Madame Calista ne s'attendait guère à découvrir son semblable. Néanmoins, elle avait établi un certain niveau d'exigence, et bien que 3 semaines entières se soient écoulées depuis le départ de Caleb, pendant lesquelles Madame Calista n'avait pas été obligée de supporter les services immatures du fils d'un voisin, personne n'avait encore pris sa place vacante et convoitée. Madame Calista était certes un peu difficile à satisfaire, mais elle ne pensait pas à elle-même en étant assise près de sa fenêtre dans le froid crépusculaire de novembre. Elle pensait plutôt à la dégénérescence des hommes à louer, et se disait qu'il était temps que le blé soit battu, que la maison soit protégée, et que d'autres tâches soient faites. Ches Maybin était monté cet après-midi pour négocier le poste vacant, et avait proposé de donner satisfaction pour un salaire inférieur à ce que Madame Calista avait jamais payé, mais il avait essuyé un refus brusque à peine aussi courtois que celui que Madame Calista avait accordé à Jake Stinson, ivre, de la route de Morrisville. Ce n'est pas que Madame Calista ait eu un quelconque préjugé particulier contre Chesmabin, ou qu'elle ait su quoi que ce soit de négatif à son sujet. Elle suivait simplement, sans s'en rendre compte, l'exemple d'un monde qui s'efforce de maintenir un homme à terre lorsqu'il est à terre et d'empêcher toute chance de son ascension. Rien ne réussit comme le succès, et l'inverse est également vrai, rien ne ressemble autant à l'échec. Il n'y avait pas une seule personne à Cooperstown qui n'aurait pas approuvé chaleureusement le refus de Madame Calista. Chez Mappin n'avait que 18 ans, bien qu'il paraissait plusieurs années de plus, et bien qu'aucune faute flagrante n'ait jamais été prouvée contre lui, les soupçons ne manquaient pas. Il venait d'une mauvaise souche, disaient les gens, ajoutant que ce qui était ancré dans les os devait se manifester dans la chair. Son père, le vieux Sam Mabon, était un vaurien rusé et sans scrupules, comme tout le monde le savait, et avait fini ses jours à l'hospice. La mère de Chess était décédée lorsqu'il n'était encore qu'un nourrisson, et il avait grandi tant bien que mal, avec tout le poids de l'hérédité pesant lourdement sur ses épaules. Il était constamment regardé de travers, et dès qu'une bêtise survenait dans le village, on la lui attribuait généralement comme bouc émissaire pratique et commode. Il était considéré comme maussade et paresseux, et les prophètes locaux s'accordaient à prédire une mauvaise fin pour lui tôt ou tard, et de plus, s'efforçaient diligemment par leur traitement général de le mettre sur la voie de réaliser leurs prédictions. Dame Calista, après avoir chassé Chester Maven dans la froide obscurité du crépuscule de novembre, l'a effacé de ses pensées. Il y avait d'autres choses plus importantes pour elle à ce moment-là que le fils plein d'espoir du vieux Sam Maben. Personne n'était dans la maison à part elle, et cela n'était ni alarmant ni étrange. C'était plutôt inhabituel, et Madame Calista trouvait cela alarmant que la somme de 500 $ se trouve à ce moment précis dans le tiroir supérieur droit du buffet, une somme qui, jusqu'à la veille, était en sécurité dans les coffres de la banque de Milledgeville.
Mais certaines rumeurs défavorables circulaient au sujet de cette même institution, et madame Calista, qui n'était rien sinon prudente, s'était rendue à la banque ce matin-là et avait retiré son dépôt. Elle avait l'intention de se rendre à Kerrytown le lendemain pour le déposer à la banque d'épargne. Elle ne le garderait pas un jour de plus à la maison, et cela l'inquiétait vraiment de penser qu'elle devait le garder même pour la nuit, comme elle l'avait dit à madame Galloway cet après-midi-là, lors d'une conversation amicale dans le jardin. Ce n'est pas que ce ne soit pas assez sûr, dit-elle, car pas une âme à part vous ne sait que je l'ai. Mais je n'ai pas l'habitude d'avoir autant d'argent sur moi, et il y a toujours des vagabonds qui rôdent. Ça m'inquiète d'une certaine manière. Je n'y penserais même pas si Caleb était là. Je suppose qu'être toute seule me rend nerveuse. Miss Calista était encore assez nerveuse lorsqu'elle se coucha ce soir-là, mais c'était une femme de bon sens et elle était déterminée à ne pas céder à des peurs insensées. Elle a soigneusement verrouillé portes et fenêtres, comme d'habitude, et a vérifié que les fermetures étaient bien sécurisées. Celle de la fenêtre de la salle à manger donnant sur la cour arrière ne l'était pas. En fait, il était complètement cassé, mais comme Miss Calista se le disait, il était cassé ainsi depuis 6 ans, et personne n'avait encore essayé d'entrer par là, et il n'était pas probable que quelqu'un commence à le faire. La nuit, mademoiselle Calista alla se coucher, et malgré son inquiétude, elle s'endormit rapidement et profondément. Il était bien après minuit lorsqu'elle se réveilla soudainement et se redressa brusquement dans son lit. Elle n'avait pas l'habitude de se réveiller la nuit, et elle avait l'impression d'avoir été réveillée par un bruit. Elle écouta, le souffle coupé. Sa chambre était juste au-dessus de la salle à manger, et un trou de tuyau vide s'ouvrait à travers le plafond près de son lit. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait furtivement dans la pièce en dessous. Ce n'était pas le chat. Mademoiselle Calista l'avait enfermé dans le bûcher avant de se coucher, et il ne pouvait pas en sortir. Cela devait être un mendiant ou un vagabond. Miss Calista pouvait être sujette à la nervosité face à des voleurs imaginaires, mais en présence d'un danger réel, elle restait calme et autonome. Silencieusement et rapidement comme un cambrioleur, Miss Calista sortit du lit et mit ses vêtements. Puis elle sortit sur la pointe des pieds dans le couloir. Le clair de lune tardif, filtrant à travers les fenêtres du couloir, suffisait amplement à éclairer son chemin, et elle descendit les escaliers pour se retrouver presque dans l'embrasure de la porte de la salle à manger avant qu'un bruit ne trahisse sa présence. Debout près du buffet, fouillant rapidement le contenu bien rangé d'un tiroir ouvert, se tenait la silhouette d'un homme, à peine visible dans la pénombre lunaire. Quand la silhouette austère de mademoiselle Calista apparut dans l'encadrement de la porte, le maraudeur de minuit se retourna brusquement et, avec un cri inarticulé, bondit non pas vers la courageuse dame, mais vers la fenêtre ouverte derrière lui. Miss Calista, réalisant en un éclair de compréhension qui lui échappait, eut une impulsion féminine de porter un coup de toute façon. Elle saisit et lança à son agresseur impromptu la première chose qui lui vint sous la main, une bouteille d'essence de menthe poivrée qui se trouvait sur le buffet. Le projectile frappa le voleur en fuite en plein sur l'épaule alors qu'il sautait par la fenêtre, et les fragments de verre tombèrent en cliquetant sur le sol. Le moment suivant, mademoiselle Calista se retrouva seule, debout près du buffet, à moitié hébétée, car tout s'était déroulé avec une telle rapidité fulgurante qu'il semblait presque que c'était la fin dissolvante d'un mauvais rêve. Mais le tiroir ouvert et la fenêtre avec les morceaux de verre brillants au clair de lune n'étaient pas un rêve. Miss Calista se ressaisit vite, ferma la fenêtre, alluma la lampe, ramassa les morceaux de verre brisés et remit en place les chaises que le voleur avait renversées en sortant. Un examen du buffet montra que les précieux 500 étaient sains et saufs dans un tiroir intact. Miss Calista monta la garde avec détermination jusqu'au matin et réfléchit longuement à l'affaire. Finalement, elle décida de garder ses réflexions pour elle. Elle ne savait pas où se trouvait le voleur ou qui il pouvait être, et créer des histoires ne servirait à rien, cela pourrait simplement jeter le soupçon sur une personne innocente. Au matin, madame Calista s'est vite rendue à Kerrytown. Là, l'argent a été déposé en sécurité à la banque. Elle a soupiré de soulagement en sortant. « Je sens que je pourrais à nouveau profiter de la vie, se dit-elle. Bon sang, si j'avais dû garder cet argent avec moi pendant une semaine, je serais devenue folle furieuse à la fin.
Mademoiselle Calista avait des courses à faire et des amis à voir en ville, donc la journée d'automne était presque finie. Quand elle revint enfin à Cooperstown et s'arrêta au magasin pour acheter une boîte d'allumettes, le magasin était plein d'hommes fumant et discutant près du feu. Mademoiselle Calista, qui détestait particulièrement la fumée de tabac, n'était pas du tout prête à attendre plus longtemps qu'il ne le fallait. Mais Abiram Fell aidait un client précédent, et madame Calista s'assit résolument près du comptoir pour attendre son tour. La porte s'ouvrit, laissant entrer un tourbillon de vent brut du soir de novembre et chez Mabin. Il fit un signe de tête maussade à monsieur Fell et traversa le magasin pour murmurer un message à un homme au fond. Madame Calista leva la tête lorsqu'il passa et renifla l'air comme un cheval de bataille. L'odeur de tabac était forte, tout comme celle des boîtes ouvertes de harengs séchées sur le comptoir. Mais par-dessus tout, il y avait les odeurs mêlées d'une épicerie de campagne. Madame Calista sentit une odeur de menthe poivrée si forte qu'il ne faisait aucun doute sur son origine. Il n'y avait eu aucun indice de cela avant l'entrée de chez Mabin. Il n'attendit pas longtemps. Déjà sorti, il marchait d'un pas décidé sur la route ombreuse quand madame Calista quitta le magasin, le suivant avec un sourire assuré. Madame Calista n'avait jamais besoin de beaucoup de temps pour se faire une opinion, et elle avait déjà évalué chez Mabin pendant que monsieur Fell emballait ses allumettes. Le garçon leva discrètement les yeux quand elle arrêta son grand poney gris près de lui. Bonsoir, Chester, dit-elle avec une gentillesse vive. Je peux vous déposer si vous allez dans ma direction. Montez vite. Dapple est un peu agité. Une vague de rouge, perceptible dans l'obscurité sous sa peau bronzée par le soleil, envahit le visage de Shema Ben. Il semblait presque qu'il allait laisser échapper un refus brutal, mais le visage de madame Calista était si candide et son ton si amical qu'il y réfléchit à 2 fois et sauta à côté d'elle, et Dapple se mit à trotter impatiemment le long de la longue colline bordée de ces érables dénudés et tordus par le vent. Après un moment de silence, madame Calista se tourna vers son compagnon morose. Chester, dit-elle aussi tranquillement que si elle s'apprêtait à lui poser la question la plus ordinaire du monde, pourquoi es-tu entré chez moi la nuit dernière et as-tu essayé de voler mon argent? Ches Mabin sursauta convulsivement, comme s'il avait l'intention de sauter du buggy immédiatement, mais la main de madame Calista était sur son bras, dans une prise ferme malgré sa douceur, et il y avait une lueur d'avertissement dans ses yeux gris. Cela ne résoudra rien d'essayer de te débarrasser de moi, Chester. Je sais que c'était toi, et je veux une réponse. Une réponse honnête. Souviens-toi de ma question. Je suis ton ami, et je ne vais pas te faire de mal si tu me dis la vérité. Son regard clair et incisif croisa et retint celui, hésitant, du garçon. L'obstination maussade de son visage se relâcha. Eh bien, murmura-t-il finalement, j'étais juste désespéré, c'est pourquoi je n'ai jamais rien fait de vraiment mal dans ma vie auparavant, mais les gens ont toujours été contre moi. On me reproche tout et personne ne veut avoir affaire à moi. Je suis prêt à travailler, mais je ne trouve rien à faire. Je suis en haillons et je n'ai pas un sou, et l'hiver approche. Je vous ai entendu discuter avec madame Galloway hier sur l'argent. J'étais derrière la haie de sapins. Vous ne m'avez pas vu. Je suis parti, tout planifié. Je comptais entrer d'une manière ou d'une autre et utiliser l'argent pour fuir, vers l'ouest, loin d'ici, et commencer une nouvelle vie là-bas où personne ne me connaissait et où j'aurais une chance. Je n'en ai jamais eu ici. Vous pouvez m'envoyer en prison maintenant, si vous voulez. Ils me nourriront et m'habilleront là-bas, et je serai comme les autres. Le garçon avait tout déballé d'un ton maussade et à moitié étouffé. Un monde de rébellion et de protestation contre le destin qui l'avait toujours accablé était exprimé dans sa voix. Mademoiselle Calista arrêta Dapple juste devant son portail. Je ne vais pas vous envoyer en prison, Chester. Je crois que vous m'avez dit la vérité. Hier, tu voulais que je te donne la place de Caleb et j'ai refusé. Eh bien, je te l'offre maintenant. Si tu viens, je t'embaucherai et te donnerai le même salaire que je lui donnais. Chez Mabin avait l'air incrédule. Mademoiselle Calista, vous ne pouvez pas être sérieuse. Je le suis. Chaque mot que vous dites, vous n'avez jamais eu de chance. Eh bien, je vais vous en donner une. Une chance de prendre le bon chemin et de devenir un homme. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé la nuit dernière de ma part, et je m'efforcerai de l'oublier si vous le méritez. Que dis-tu?
Jess leva lentement la tête et la regarda directement dans les yeux. « Je vais y arriver, dit-il d'une voix rauque et déterminée. Ce n'est pas la peine d'essayer de vous remercier, mademoiselle Calista, mais je vivrai mes remerciements. Et il l'a fait. Les braves gens de Cooperstown levèrent les mains d'horreur en apprenant que mademoiselle Calista avait engagé Ches Maybin et prophétisèrent que cette femme égarée vivrait pour regretter son geste imprudent. Mais toutes les prophéties ne se réalisent pas. Miss Calista souriait sereinement et poursuivait son chemin mal avisé, et Ches Maybin s'est avéré si efficace et stable que l'arrangement a été maintenu, et avec le temps, les gens ont surmonté leurs anciennes suspicions et ont fini par le considérer comme un jeune homme vraiment intelligent et digne de confiance. Madame Calista a fait de Ches Maybin un homme, dirent les oracles. Il devrait lui être très reconnaissant, et il l'était. Mais seul lui, mademoiselle Calista et la bouteille de menthe poivrée ont jamais su l'étendue exacte de sa gratitude, et ils ne l'ont jamais révélée. Fin de l'enregistrement de La bouteille de menthe poivrée de Miss Calista par Sally Boyce à Nashville 10.